Long trapèze d'une superficie de 1 284 000 km², le Tchad est situé en plein cœur de l'Afrique sans façade maritime. Ses habitants sont à la fois travailleurs, braves et résilients. Nous sommes dans la deuxième quinzaine d'avril 2021. Une colonne de mercenaires fait une incursion dans le pays à partir de sa frontière nord. En face, ils trouveront les vaillants soldats de l'armée nationale tchadienne qui vont à leur contact et les neutralisent. Les vaillantes forces de défense et de sécurité ont fini de traiter la colonne de terroristes qui s'est aventurée au nord de la province du Kanem ce jour 17 avril 2021. Le ratissage continue pour traquer les derniers fuyards. Mardi 20 avril 2021, N'Djamena, la capitale, se réveille et chacun entame une journée ordinaire. Les Tchadiens ont foi en la capacité de leurs forces de défense et de sécurité. Soudain, comme une bombe, une nouvelle tombe. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, n'est plus. Fidèle au serment fait à la nation et au peuple tchadien, le maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, vient de donner son dernier souffle en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille. Le combat a commencé à 5 heures du matin. Et nous avons détruit l'ennemi. Et nous avons pourchassé les restants environ une dizaine de kilomètres de la ligne de front. Et à la fin du combat, j'ai rencontré mon adjoint, le général Ibrahim Suleiman, dit Al-Lawad, qui était avec le maréchal. Donc tout naturellement, à la fin du combat, en tant que commandant de la garde présidentielle, mais aussi en tant que fils, j'ai demandé à mon adjoint de m'amener là où était le maréchal. Et il m'a amené à l'endroit où il a laissé le maréchal. Environ une vingtaine de kilomètres de là où on a arrêté le combat. Arrivé sur le lieu où le maréchal censé bivouaquer, on était arrivé, il n'était pas là. Et on nous a dit qu'il y avait un hélico qui était venu le matin chercher le maréchal. Bon, sur le coup, nous avons dû imaginer que comme le combat était fini, le maréchal était rentré. Après, je crois, une trentaine de minutes, le commandant de l'armée de l'air, qui est à N'Djamena, le général Amin, m'a appelé au téléphone pour me dire que le maréchal a été blessé le matin
et qu'ils l'ont évacué à N'Djamena. Et qu'il faudra que je rentre. Ça m'a un peu surpris. Donc j'avais décidé de partir à N'Djamena. On a pris les véhicules, on a quitté pour Mao. Sur la route, le commandant de l'armée de l'air m'a appelé, m'a dit écoute, par la route tu ne vas pas venir vite, tu me donnes le coordonnées et puis je vais t'envoyer un hélico. Donc on s'est arrêté, il nous a envoyé l'hélico qui est venu nous chercher, il nous a déposé à Mao. À Mao, il y avait un avion militaire, le Spartan, qui nous attendait. Et c'est en montant dans l'avion qu'un des techniciens, je crois, ou bien un pilote, m'a passé au téléphone le commandant de l'armée de l'air. Il m'a dit écoute, ton père est décédé. L'armée de l'air a joué un rôle central lors de ces événements. Au-delà de ses missions d'appui aux troupes au sol, l'armée de l'air a assuré la coordination opérationnelle. Nous avons eu à conduire les opérations et ce qui mettait l'armée de l'air en première ligne de tous les déroulés des opérations. À cet effet, nous avons reçu un message d'évacuation sanitaire à partir de Ziguey sur les lignes de front. J'ai dépêché un hélicoptère à partir de Mao qui est arrivé sur les lieux, qui a procédé à l'évacuation sanitaire. Là, j'ai contacté l'équipe sur place qui m'a prévenu qu'il s'agissait du président de la République. J'ai demandé quel était son état. On m'avait répondu que son état était grave. Et là, il était question de mettre une équipe médicale pour l'arrivée de l'hélicoptère, à savoir que c'était 1h20 de vol à partir de Ziguey pour arriver à N'Djamena. Sur le coup, c'était un sentiment de frustration, parce qu'il s'agit quand même du chef de l'État. Donc, il fallait faire les choses très vite. Nous devrions mettre l'antenne médicale en place. Il fallait prévenir les médecins compétents pour la prise en charge du blessé. Là, j'ai pris la décision de prévenir le général Mamat et de le faire rentrer à N'Djamena. Je vous assure que c'était le moment le plus difficile de ma vie. En tant que fils, naturellement, parce que pour un fils, son père est immortel. D'autant plus que son père est président. Et pendant le trajet, je crois, 30 minutes, ça a joué beaucoup sur ma conscience. Ça a joué beaucoup sur ma conscience, mais je me suis retenu et je n'ai pas parlé pendant ce trajet. On est arrivé à N'Djamena, je crois, vers 16h, 17h. Le commandant de l'armée de l'air est venu nous chercher à l'aéroport. À son arrivée à N'Djamena, je l'ai accueilli et je l'ai accompagné à la présidence de la République. Les événements d'avril 2021, je les qualifie de victoire triste. C'est une victoire parce que nous l'avons remportée, mais triste parce que nous avons perdu le maréchal, qui est le chef suprême des armées.
Je suis venu, il y avait l'ambassadeur Daoussa Déby, qui est mon oncle, et les officiers généraux conseillers proches du président qui étaient là. C'est eux qui m'ont expliqué à peu près ce qui s'est passé. Et j'ai demandé à voir le corps de mon père. Je suis venu, j'ai constaté, et ce n'est pas facile de voir son père mort devant soi. Ça a été un choc pour moi. Et j'avais aussi l'angoisse en tant que militaire. L'article 81 de la Constitution du 4 mai 2018 prévoit qu'en cas de vacances, le président de l'Assemblée prend l'intérim. Le président de l'Assemblée a été mis donc dans le secret de ce qui vient de se passer, à savoir qu'un chef d'État est décédé au front. Comme le président de l'Assemblée, le président de la Cour suprême, اللي يشيلوا المسؤولية عنهم وأنا نسوي لهم أمني وعشان ما يجي مشاكل. أنا بنفسي بس ناديته بريزان رسامبلي بريزان كور سبريم كله جاء في برو هناك ديريكتور كابيني سيفيل. أنا مشيت هناك أنا قلت ولا شغل حصل ده بريزان رسامبلي ما تقولوا كلامنا ده الأمثال سي رئيس مات الرئيس كان ما في ده دولة ده نادم يودي له يعطوك بريزان رسامبلي انت شيل الرسوسابيلتي انا وانا نسوي لك امني هو هيلن وكلم قبل لي كلام تقيل. Lucidement, je me suis dit, bon, moi je peux toujours prendre le pouvoir, mais supposons que je prenne et que ces forces-là viennent prendre le pouvoir après, dû au découragement des soldats et tout ça, qu'est-ce qui allait arriver? Et donc, c'est cette analyse pour éviter le chaos politique, le chaos sécuritaire et le chaos d'une manière générale. C'est ça qui m'a amené à dire qu'on était dans une situation militaire assez difficile et qu'il fallait plutôt prendre des mesures qui ne sont pas de respecter l'ordre constitutionnel, mais nous sommes dans un état de siège et dans ce contexte, je pensais que les militaires étaient à même de mieux gérer cette situation. C'est comme ça que j'ai dû prendre la décision. Le président de l'Assemblée nationale, pour moi, a pris une décision courageuse et patriotique. Il a pensé d'abord à son pays. Il n'a pas pensé à sa personne. Et c'est en pleine lucidité, en pleine responsabilité, qu'il a pris vraiment cette décision historique de renoncer volontairement, et ça, j'en suis témoin. C'est suite à cela qu'on a invité les militaires à venir échanger avec nous. Et on leur a dit, bon, bah, allez-y, qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Vous savez, dans la Constitution de la République, il est prévu des dispositions concernant les cas de circonstances exceptionnelles. Vous avez une agression des rebelles qui vient d'un pays étranger, qui traverse des centaines de kilomètres, et au cours des combats, le chef de l'État tombe au champ d'honneur. Il n'y a pas plus de circonstances exceptionnelles que cette situation-là. Une fois le décès constaté, il n'était plus question de laisser place à la panique. Il fallait rassembler toute son énergie pour réfléchir. Sur les solutions palliatives à ce qui pourrait arriver. Sur le coup, la stabilité du pays prend le dessus sur toute autre réflexion. Et on ne pouvait pas se permettre que des scènes de chaos pourraient arriver au Tchad. Comme le disait un érudit musulman, Ibn Malik, mieux vaut avoir un gouverneur injuste pendant 70 ans qu'une communauté sans chef pendant une journée. Mais en même temps, nous sommes des responsables militaires. Nous avons peur que ce pays bascule dans le chaos, dans l'anarchie. أن قرارات هنا ده ما أقرنا كم أن سوينا كم ني ده يتكلم و الناس
Odo al-Gaidin fi Bakanda Orenada. Nas al-Gaidin. Nas بلان كله اللي يقع أودو بلان كله اللي يقع أودو ده كتير ده أنا بسويت أن ده بتسنا آفي وآفي يجي مرسال بقان كهرباء قاعد ده بقان كبير وما يبرجل شات ما يبرجل. Ils sont venus avec une équipe de 15 membres. Donc on a lu, le président de la Cour suprême, moi-même j'ai lu, tout le monde a lu. Et le chef d'état-major a informé le président de l'Assemblée qui avait accepté cette idée. Et donc, ils ont travaillé avec le président de la Cour suprême pour mettre en place la charte de transition. À cet instant-là, tous ont pensé seulement au Tchad. On pensait seulement à la stabilité de notre pays. Et il fallait vraiment se ressaisir. C'est vrai, il y avait le choc du décès du maréchal, mais il fallait vraiment se ressaisir et faire face à cette situation-là. Et donc, c'est ainsi que nous avons passé toute une nuit à réfléchir et concevoir, mettre en place ce dispositif qui est le Conseil militaire de transition et avec la charte de transition. Après, on leur a dit, mais c'est qui votre chef? Ah, ils ont dit, ah ok, qui vont aller. Donc, ils sont partis. Et ils ont discuté entre eux. Il fallait qu'il y ait une personne à qui les hommes en tenue pourraient avoir confiance. La personne qui pourrait emmener une stabilité sécuritaire. Nous, les militaires, on est pragmatiques. Nous avons estimé que le général Mahamat Idriss Déby Itno était l'homme de la situation. Et finalement, ils sont revenus avec l'idée que bon, c'est celui-là leur chef. J'ai appelé le chef d'état-major pour lui demander, mais pourquoi vous prenez un jeune comme celui-là pour être votre chef? Il me dit non, qu'ils ont échangé entre eux tous et qu'ils ont trouvé que ce jeune-là était celui-là à qui les soldats ont réellement confiance. Et il a toujours été sur le terrain. Donc il est plus proche des soldats que certains d'entre eux. Et qu'il pense qu'il connaît bien l'armée nationale tchadienne, il connaît bien la sécurité présidentielle, il connaît bien ses hommes et il est toujours proche de ses hommes. Et c'est pour ça qu'ils l'ont choisi. Quand on m'a proposé, c'était difficile parce que je n'ai pas pensé être un jour un président de la République. Donc ça a changé tout sur ma vie, avec ma famille. Mais je me suis dit, si c'est pour mon pays et que ces officiers m'ont fait confiance, je vais faire ce que je peux faire. J'ai dit, bon ben, si vous l'avez choisi, c'est que vous avez confiance en lui. Sinon, je ne vois pas comment, de tous les généraux que vous êtes, vous l'avez choisi lui. Il me dit, Monsieur le Président, je peux te dire qu'on a confiance en lui. Sinon, on n'allait pas le choisir. C'est au terme d'interminables discussions et tractations et le leader désigné que la nouvelle structure dirigeante du pays se dévoile au peuple. Un conseil militaire de transition est mis en place pour assurer la défense de notre cher pays dans cette situation de guerre contre le terrorisme et les forces du mal afin d'assurer la continuité de l'État. Le Conseil militaire de transition garantit l'indépendance nationale, l'intégrité territoriale, l'unité nationale, le respect des traités et accords internationaux et assure la transition pour une durée de 18 mois. L'Assemblée nationale et le gouvernement sont dissous. Une charte de transition sera promulguée par le président du Conseil militaire de transition. Un gouvernement de transition sera mis en place. De nouvelles institutions républicaines seront mises en place à l'issue de la transition par l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes, suivant l'esprit du sacrifice pour lequel le maréchal du Tchad s'est battu durant toute sa vie jusqu'à son dernier souffle. Paix, stabilité, sécurité, voilà la matrice qui guidera les actions du Conseil militaire de transition.
15 officiers généraux le composent. Le Conseil militaire de transition est l'émanation des forces de défense et de sécurité du Tchad. Ce qui nous a animés, ce qui nous a tenus à cœur en ce jour-là, c'était la paix, l'intégrité de notre pays. J'ai compté sur Dieu pour réussir ma mission, mais j'ai compté aussi sur ces officiers qui m'ont désigné. Je sais qu'ils m'aideraient pour diriger le mieux que possible notre pays. L'architecture de l'agenda du CMT connu place à l'action. Premier acte, signature de la charte des transitions qui ouvrira une nouvelle donne politique pour le pays avec de nouveaux visages et une capacité de résilience de la population qui a surpris plus d'un. Je ne suis pas connu par le Tchadien parce que moi je suis un militaire et j'étais un officier général qui a travaillé sous le maréchal pendant 15 ans. J'ai évolué sous son commandement. Tout le monde avait peur de la situation des années 80. Personne ne veut du mal à son pays. Donc le fait que l'armée a pris la situation très vite en main, je crois que ça a rassuré la population, au-delà de ma personne. Quand l'information était tombée que le maréchal était décédé, j'imagine que dans un autre pays, il y aurait eu tout de suite de grandes dissensions. Mais ceci n'a pas eu lieu. Il n'a pas eu lieu non pas parce que le CMT est tellement puissant qu'il pouvait empêcher, mais les Tchadiens dans leur ensemble, ils ont ressenti un choc. Le choc d'avoir perdu quelqu'un qu'ils ont trouvé de cher. Même ceux qui envolaient au maréchal de faim n'ont pas réagi avec une véhémence. Lors de la rédaction de la charte de transition, il a été pris la précaution de bien mentionner dans la charte que la législation en vigueur, la réglementation en vigueur, elle reste applicable. Ensuite, nous nous sommes dit également qu'il faut que les partis politiques aussi fonctionnent, que les associations fonctionnent. Et donc, cela a également été mentionné dans la charte, que les partis politiques doivent mener leur activité normalement comme si de rien n'était. C'est-à-dire que le souci, c'était vraiment d'assurer la continuité de l'État. La charte de transition qui a 104 articles prévoit à son article 102 que toutes les dispositions non contraires restent appliquées. C'est comme ça que vous avez pu suivre que les grandes institutions sont restées, que les gouvernorats, toute l'administration, les partis politiques, les droits et libertés, toutes ces dispositions sont restées applicables. Les seules modifications ont été sur le fait qu'il y avait 3 organes nouveaux qui devaient prendre pied, à savoir un conseil militaire de transition, un conseil national de transition qui fait office de législateur et un gouvernement de transition. Le principe de la continuité de l'État a imposé au CMT un exercice de taille sans précédent dans le sens de l'inclusivité. C'est grâce à la contribution de tout le monde, mais particulièrement du cabinet qui jouait un rôle politique à la présidence. Pendant toute la semaine, on n'a fait que rencontrer les chefs des partis politiques, les associations de la société civile, les personnes de ressources, les leaders religieux. Donc on les a consultés, on nous a demandé formellement de nous accompagner dans cette phase sensible parce que le pays nous appartenait à nous tous. C'est une transition qu'il faut impliquer tout le monde.
Ça, c'était notre premier objectif. Nous avons décidé de diviser la transition en 4 phases. La première phase était la mise en place de tous les organes de la transition. La deuxième phase, c'est organiser un dialogue national inclusif, à l'issue duquel il y aura la troisième phase, une nouvelle constitution par voie référendaire. Et la quatrième et la dernière phase, c'est les élections générales libres et transparentes. Cette idée a été acceptée par une écrasante majorité des sensibilités politiques de notre pays. Les consultations des forces vives de la nation achevées, une importante étape sera franchie dans le processus de mise en place des organes de la transition. Le Conseil militaire de transition a fait des réunions et nous avons décidé à l'unanimité de nommer Albert Pahimi à son temps comme Premier ministre. Après sa nomination, il a pris ses fonctions et on lui a donné le rôle de former un gouvernement large ouverture. Et c'est ce qui a été fait. La disparition du maréchal du Tchad, ouvrant une sorte de perspective sur le chaos, ne nous laissait pas le choix d'accepter la proposition du chef de l'État de diriger le gouvernement pour stabiliser le pays et faire en sorte que de cette disparition tragique, nous puissions tracer une sorte de trajectoire nouvelle pour notre pays en mettant cap sur une paix durable et définitive avec une construction de la paix et de la démocratie. Voilà les raisons pour lesquelles nous avons accepté de diriger le gouvernement de transition dans un moment d'incertitude absolue. Naturellement, dans une telle impasse, rares sont ceux-là qui soient disposés à s'engager et à apporter leur contribution. Cette incertitude a fait que beaucoup d'acteurs politiques n'étaient pas initialement disposés à s'engager et à apporter leur contribution. Il fallait procéder par le langage des vérités et convaincre les uns et les autres en leur disant qu'il ne s'agit pas d'une question d'option. C'est une obligation nationale dans ce contexte-là où une rébellion armée est au Kanem à 300 km où le maréchal a donné sa vie. Il fallait que chacun mette de l'eau dans son vin et que nous privilégions ensemble l'intérêt de notre pays et que sur cette base-là, quand nous mettons ensemble, nous puissions réunir des ingrédients permettant de mettre en place un processus démocratique qui fera qu'au terme de cette transition, la dévolution du pouvoir ne sera plus l'affaire d'armes, mais l'affaire d'urne. Un Premier ministre de transition nommé, un gouvernement de large ouverture mis en place, il fallait répondre aux urgences. Nous étions quand même dans une situation très difficile. Le Tchad est vaste, 1 284 000 km². Nous sommes entourés de 6 pays. Tous ces pays étaient dans des situations difficiles. Donc ce n'était pas facile. Notre première mission a été de sécuriser le pays, de sécuriser la population et leurs biens. Donc dès les premières heures de la transition, nous avons mis en place la commission des armements. Mais le Tchad est vaste. Notre frontière est très grande et les armes rentrent.
La commission de désarmement qui a été mise en place par le président jusqu'à là continue à faire son travail. Et vous avez constaté et même vu qu'il y a eu des milliers d'armes qui ont été récupérées dans la main des civils. Parallèlement aux efforts de sécurisation du pays, des personnes et des biens, le CMT s'est devrait d'honorer ses engagements suivis et scrutés par la communauté internationale. Quand on dit d'assurer la continuité de l'État, justement, c'est tous ces engagements, le respect des engagements que le Tchad a pris au niveau international, notamment la lutte contre le terrorisme, qu'on a toujours continué, que ce soit au niveau des Nations Unies, que ce soit au niveau du G5 Sahel, que ce soit au niveau de la force multinationale. On a continué notre mission. Le Tchad a joué dans le passé et va jouer dans l'avenir un rôle très important. La secrétaire générale souhaite que le Tchad continue sa marche en avant. La stabilité de Tchad, l'harmonie du peuple Tchad, c'est très très important, non seulement pour le Tchad, mais pour nous tous, les voisins de Tchad, le Sahel et l'Afrique centrale. Le Tchad est au nord de l'Afrique. C'est dans notre région, c'est très important que rien n'arrive au Tchad qui va avoir l'effet à tous ses voisins. Si la communauté internationale s'engage à fournir toutes les ressources nécessaires qu'exigent les différentes étapes de la feuille de route, il n'y a aucune raison que la transition n'aboutisse pas à son terme et dans les délais prévus. Nous estimons que l'une des transitions aujourd'hui qui ne bat pas de l'aile, qui est en train d'aller vers des horizons prometteurs, c'est celle qui est conduite ici au Tchad. Notre position sera d'accompagner le processus de transition et de mobiliser le soutien des partenaires une fois la transition terminée pour que des élections libres, crédibles et démocratiques aient lieu. Ces élections ne pourront pas se faire sur les simples deniers du Tchad, mais comme ça se fait dans pratiquement tous les pays, il faut que la communauté internationale se mobilise parce que le succès du Tchad en matière électorale et de sortie de transition n'est pas qu'au bénéfice des Tchadiens, c'est au bénéfice de la région de l'Afrique centrale et au-delà, au bénéfice de la région de l'Afrique de l'Ouest. Les pays de l'Union européenne sont vraiment intéressés au Tchad. Le Tchad est le vrai verrou contre le terrorisme parce que c'est vraiment un pays barrière. Pour l'Union européenne, nous considérons le Tchad un pays central dans notre politique. On parle toujours du Tchad. On va appuyer encore plus dans le futur. On accompagne le processus de la transition. On veut rester les partenaires crédibles, fiables et surtout les partenaires naturels. Pendant que les partenaires observent et apprécient sur le terrain, le processus avance sereinement avec la mise en place des organes de la transition. Consultations, échanges et tractations divers ont permis la désignation des membres du Conseil national de transition, le Parlement provisoire, fonctionnel depuis octobre 2021. Le dernier organe prévu étant mis en place, une autre action de taille figure dans l'agenda du CMT, celle de la paix et de la réconciliation nationale. J'ai une mission d'amener notre pays vers la paix définitive. Et donc pour moi, il était question de laisser à plat tout ce qui s'est passé avant et partir sur de nouvelles bases. Et si on veut réussir et partir sur de nouvelles bases, il était tout à fait normal de rencontrer tout le monde, de tendre la main à tout le monde, même à ceux qui ont fait du mal. Sinon, ça ne sera pas une transition inclusive. J'ai rencontré beaucoup de gens que je ne connaissais pas. Il y en a qui ont fait 30 ans, 40 ans, 50 ans d'exil. Et quand ils acceptent
c'est toujours un sentiment d'avoir accompli quelque chose pour mon pays. Même s'il reste encore des gens à l'extérieur, notre main sera tendue jusqu'à la fin de la transition. Après les événements, on pensait que le Tchad allait sombrer dans le chaos. Et à la surprise générale, le Tchad est toujours debout. Et il est à la sécurité. Et il y a un processus qui est en marche. À partir du moment où il y a une possibilité large actuellement de participer et d'apporter ce qu'on peut apporter, je considère que le pays a une dette que nous devons payer. Ensuite, nous avons également un devoir vis-à-vis de ces pays-là. Et cette dette et ces devoirs ne peuvent pas permettre à quelqu'un de se mettre en marge de cette marche glorieuse. Il s'agit de notre pays, il s'agit de l'avenir de notre pays. Et dans ça, on ne peut pas être opposant au Tchad, on ne peut pas s'opposer à notre pays. J'ai toujours dit que le jour où je mettrai le pied au Tchad, c'est pour venir faire résonner les clochers de la paix. Pour la paix, je crois qu'un homme doit faire tout ce qu'il est en son pouvoir. Il n'y a rien qui est au-dessus de la paix. Depuis 1960 jusqu'à maintenant, le Tchad n'a pas connu une paix durable. Et il est temps pour nous de tourner la page et de réécrire notre page, une nouvelle page, une nouvelle histoire, et refonder une véritable nation dans le respect de la laïcité, l'égalité et la justice. Si les Tchadiens et les Tchadiennes s'accordent sur des valeurs qui fondent la République, le Tchad aura une paix définitive et nous pouvons construire l'avenir de notre pays sur une base démocratique. La paix étant une construction collective et un travail de longue haleine, le président du Conseil militaire de transition, général Mamad Idriss Déby Itno, était allé à la rencontre de nombre d'amis et partenaires du Tchad. Oscar, marhab. Il faut aussi expliquer à nos partenaires qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on veut faire pour notre pays, quelle est la suite, et leur demander aussi de nous soutenir. Ces voyages ont eu beaucoup d'impact sur la transition. Le même exercice est fait au niveau national. On a vu ainsi le chef de l'État à Mao dans le Kanem, à Béché dans le Wadaï, Faya dans le Borkou, Sar dans le Moyen-Chari, Mondou dans le Logone occidental ou encore Kouri Bogoudi dans le Tibesti. Le rôle d'un président, ce n'est pas de rester au bureau. Le rôle d'un président, c'est d'affronter les problèmes. Quand on a pris l'engagement de conduire cette transition, on connaissait déjà les risques, on connaissait déjà notre mission. Et à chaque fois, là où il y a des problèmes, il faut y aller. Il faut aller constater soi-même et les résoudre soi-même. Vous savez, notre plus grand problème, c'est les armes. C'est les armes qui rentrent. Et tant qu'il y a des armes aux mains des civils, les conflits ne s'arrêteront pas. Quand il y a des conflits, il faut descendre sur le terrain, constater ce qui s'est passé, prendre des mesures et en même temps profiter aussi, conseiller nos concitoyens de vivre ensemble, la cohabitation pacifique. Donc, il était de notre rôle de rendre compte au peuple tchadien de ce que nous faisons et de ce que nous sommes en train de faire. La transition, ce sont aussi des réformes. La plus emblématique est celle qui a touché la Grande Muette, une première depuis 40 ans pour l'armée nationale tchadienne. Nous avons estimé nécessaire qu'il fallait des réformes pour l'armée. Aujourd'hui, notre armée a un statut général. Nous avons aussi estimé qu'il fallait revaloriser le salaire indiciaire de nos soldats. Ces soldats qui sacrifient leur vie pour nous. C'est pour la première fois qu'il y a une justice militaire
qui a été institué. C'est dans ce sens qu'il y aura maintenant une justice propre où les militaires vont être jugés par des juges militaires. Et relatif aux réformes structurelles, il faut noter qu'on a fait adopter un statut général. Et ce statut a aussi rendu le droit à la solde indiciaire militaire un droit inaliénable. Plus de 40 ans, les militaires sont en solde forfaitaire. Et c'est pour la première fois qu'il y a une solde indiciaire qui a été instaurée aux militaires. Donc maintenant, les militaires, y compris les soldats, vont cotiser à la pension, vont cotiser pour leur affiliation à l'assurance maladie et tout ce qui est... On a mis aussi en place le commandement des armées. Le commandement des armées va assurer la vente des denrées alimentaires à prix exonéré ou à prix subventionné aux militaires. Ça leur permettra au moins d'acquérir les denrées alimentaires à vil prix. Politique immobilière et foncière qui permettra aux militaires d'avoir un habitat décent. Une caisse de retraite militaire qu'on appelle la CARMI. La CARMI maintenant a pour objectif de chercher à revaloriser un peu la pension, la retraite militaire, mais aussi à penser à mettre sur pied d'autres régimes. Réévaluer aussi la pension d'invalidité. La pension d'invalidité actuelle est plafonnée à 100 000 francs, même si c'est à 100% ou 150 000 francs. Imaginez quelqu'un qui a été amputé de 2 jambes ou amputé de 2 bras et percevoir une pension d'invalidité aussi maigre. Donc c'est à cause de ça qu'on veut revoir un peu pour au moins honorer nos victimes de nos différentes guerres. Aujourd'hui, les soldats qui partent à la retraite sont autour de 30 000 francs. Et quand ils meurent, les veuves gagnent 15 000 francs. Imaginez, ça ne permet pas à une famille de vivre. C'est des réformes qui permettent d'améliorer quand même, aussi peu que ce soit la situation sociale des militaires. L'armée, d'abord, contribue au développement socio-économique du pays en temps de paix. La volonté de plus hautes autorités qui ont engagé plusieurs réformes au sein de l'armée vise à faire comprendre aussi davantage à la population que l'armée était et sera toujours aux côtés de sa population. Nous avons instruit fermement par la plus haute autorité du pays de secourir aux sinistrés. Le génie s'est mobilisé, il a mis son quartier général dans le 9e arrondissement et automatiquement nous sommes engagés sur le terrain et tout ce qui est des travaux nécessaires à faire pour sauver maintenant la vie des personnes et des biens, nous avons fait. Après la mise en place effective des organes de la transition, une autre phase est entamée, celle de la préparation du dialogue national. On s'est focalisé sur la deuxième phase, qui est le dialogue national inclusif. Et ce n'était pas facile. C'était très difficile. Mais ça aussi, avec l'aide de Dieu, avec beaucoup de concessions, de pardons, d'amnistie, de dialogue, de restitution des biens, on est arrivé au dialogue national. Nous avons même autorisé la création des partis politiques. Nous avons autorisé les manifestations pacifiques. Nous avons signé aussi un accord avec les leaders syndicaux. Donc, tout ce qui pouvait ramener à la paix, on a accepté. Amener tous les Tchadiens sans exclusive à la table des discussions fut une longue construction. Dans une démarche innovatrice, les 23 provinces du pays, mais aussi les Tchadiens de la diaspora ont été informés, consultés et associés à travers des pré-dialogues. Désigné à la tête d'un comité technique militaire pour contacter les politico-militaires afin de discuter avec ces derniers et trouver une solution pour leur participation à cette conférence inclusive. Dans ce cadre, nous nous sommes mis au travail. Nous avons pris contact avec tous les politico-militaires à travers le monde
et nous les avons convaincus pour assister à un pré-dialogue. C'est ainsi tous les politico-militaires se sont rendus à Doha. Et pour la première fois, des discussions directes ont été menées avec les politico-militaires des par le monde, débouchant sur le pré-dialogue de Doha. Doha qui sera couronné après 5 mois d'âpres négociations par la signature de l'accord des pays historiques du 8 août 2022. C'est un grand jour pour le Tchad et pour le peuple tchadien et pour la paix. Donc nous venons de signer un accord de paix réel, sincère, pour accompagner le processus en cours. Nous donnons toute notre foi à cet accord pour que le Tchad recouvre définitivement la paix. Est-ce que cet accord va aboutir à une véritable paix durable et que les Tchadiens se réconcilient totalement? Et cela nécessite évidemment beaucoup d'efforts de la part du gouvernement et de la part de nous tous. Nous fondons l'espoir que le DNI répondra à toutes ces préoccupations pour que définitivement on arrive à une paix durable tant espérée par le peuple tchadien. Du moment qu'on a signé cet accord, c'est qu'on s'engage résolument à aller participer au DNI dans les conditions qui sont prévues par cet accord. Après 30 ans d'exil, on ne peut qu'être ému. Vous savez, quand on signe ce genre d'accord, il y a le facteur risque. Nous prenons le risque en pensant que le gouvernement est tout à fait sincère par rapport au document qui a été proposé. Et nous, au niveau de l'UFDD, il faut le dire, nous n'avons pas voulu faire preuve de blocage. Et nous nous sommes dit que tous les points essentiels doivent être discutés avec tous les Tchadiens au dialogue national inclusif. Et le 20 août 2022 s'ouvrait enfin le dialogue national inclusif et souverain tant attendu. Le Tchad a rendez-vous avec l'histoire. Des assises qui regrouperont 1500 délégués, toutes obédiences confondues pendant 45 jours. Les débats ont été directs et sans filtre. Tout a été mis sur la table. Aujourd'hui, c'est nous que nous devons redessiner le Tchad que nous voulons. Mais vous nous avez négligés. Vous nous avez abandonnés, vous nous avez laissés. Il faut que ceux qui partent disent qu'ils maîtrisent les jeunes là. Hey, attention. Attention. Il y a des individus comme vous et moi qui volent, qui mettent l'argent dehors et qui laissent le peuple périr. Ceux-là, faisons-en une commission. Ils sont nombreux ici, des complices. Eux aussi finissent comme eux. Ayons pitié du Tchad. Ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas normal. Vous n'aimez pas ce pays. Vous voulez aller où? Et il y a des gens qui sont dans la salle qui veulent mourir avec le Tchad. En 1993, dans cette salle, il y a eu un débat contradictoire. Malheureusement, il y a des gens qui sont là, qui sont entêtés pour imposer l'État unitaire décentralisé. Aujourd'hui encore, nous y sommes. Maintenant qu'on a échoué, Dieu merci, nous avons cette opportunité pour aller au référendum. Et le 8 octobre 2022, clap de fin avec des résolutions et recommandations fortes qui détermineront la suite de la marche du pays. La plénière du dialogue national inclusif et souverain décide, article 1er, la charte de transition promulguée le 21 avril 2021 est révisée et adoptée par consensus comme loi fondamentale de la République du Tchad. La plénière du dialogue national inclusif et souverain décide, article 1er, le Conseil militaire de transition CMT est dissous. Article 2, le général Mohamed Idriss Déby Itno est désigné président de transition, président de la République, chef de l'État. La plénière du dialogue national inclusif et souverain décide, article 1er, le Conseil national de transition CNT est réaménagé et élargi aux
différentes composantes des forces vives de la nation. Dans la parfaite maîtrise de nos égaux, nous avons su, ensemble, transcender les différences, surmonter les difficultés, contenir les déceptions et penser les blessures pour mieux tracer les sillons du développement intégré et durable auquel aspire légitimement notre peuple. L'histoire retiendra de vous tous le triomphe de la raison, la victoire du bon sens, le couronnement de l'esprit de consensus et la valorisation du compromis entre les filles et les fils d'un même pays. Le dialogue au Tchad, c'est une révolution. Révolution en ce sens que les Tchadiens, jamais, ils n'ont reconnu à une instance où ils peuvent échanger, discuter, partager et conclure par consensus. Notre dialogue a été ça, faire en sorte que les fragments de représentation de ce qu'est les populations du Tchad, les problèmes du Tchad, les contraintes du Tchad se sont retrouvés à un moment donné pour dire on va prendre des résolutions et des recommandations pour que notre pays soit gouverné autrement. Et c'est pour ça que partout ressort le mot refondation du pays. Dès le début de la transition, nous avons le dit très clairement, ce qu'on veut, c'est la paix. Ce qu'on veut, c'est réunir les Tchadiens et discuter de l'avenir de leur pays librement. Et ça, c'est les engagements qu'on a pris. Et dès que les Tchadiens, on a pu les réunir, on les a laissés librement. Et je crois que tout le monde a constaté. Ces débats ont été des débats en direct. Donc les Tchadiens ont décidé librement d'une deuxième phase. Et moi et mes frères d'armes, nous avons accompli notre mission dès qu'on a mis les gens dans la salle. Le CMT n'a pas empiété sur les attributions du gouvernement. Il n'a pas empiété sur les attributions de l'Assemblée nationale. Parmi les engagements du CMT, il avait aussi pris l'engagement de tenir le dialogue. Et donc, le CMT, sur ce plan-là, avait accepté qu'il y ait dialogue. Il s'était forcé à imposer un cessez-le-feu unilatéral, de manière que l'armée ne puisse réagir que quand elle est attaquée. Alors sur ce plan-là, je peux dire que le CMT, par rapport aux attributions très modestes qui s'étaient données, a rempli son engagement et il s'est retiré en bon garçon. Ainsi s'achève la première phase de la transition, une période de 18 mois qui aura été une épreuve de taille pour le CMT et un moment de résilience inédite pour les Tchadiens. Souvent, dans des situations chaotiques comme ça, la première conséquence, c'est qu'au niveau des finances, il peut y avoir un blocage, on n'arrive pas à payer les salaires, mais tout cela, par la grâce de Dieu, nous avons pu l'éviter. Donc la continuité de l'État a été assurée dans toute sa plénitude. Nous avons aussi continué de toujours payer le salaire à temps. Ça aussi, c'était une de nos priorités. Et aussi, continuer aussi les chantiers qui étaient en arrêt. Les chantiers importants, des hôpitaux, des routes, des châteaux d'eau. Donc il y avait beaucoup de chantiers qui étaient importants pour la population et qu'on a démarré pour donner un peu de souffle pour notre pays. Tout n'a pas certainement été rose. Ensemble, CMT et le peuple tchadien ont su démentir les pronostics du chaos et du Tchad néant et la flamme de l'espoir reste allumée. Je regrette les manifestations qui ont mal tourné. Je regrette ce que une partie des gens qui n'ont pas participé au dialogue national inclusif. Je regrette ce qui s'est passé le 20 octobre. Je regrette aussi le conflit intercommunautaire, le conflit agriculteur-éleveur, qui ont fait aussi beaucoup de morts, la perte de vie humaine.
tous les autres, c'est réparable. Il faut que nous sachions, nous Tchadiens, que tous les pays du monde ont leur nord, ont leur sud, ont leur est, ont leur ouest. Tous les pays du monde ont leur diversité ethnique. Tous les pays du monde ont leur diversité religieuse. Il faut que les Tchadiens s'accordent. Nous allons léguer ce pays qui est le nôtre à nos enfants, arrière-enfants, sur une base de stabilité, de paix, de concorde, pour que notre pays puisse sortir la tête de l'eau. Ceux qui prédisaient que le Tchad allait être à feu et à sang ont eu tort, heureusement. La transition a, malgré tout, quand vous voyez les 4 ou 5 autres pays en transition, celle qui est le plus avancée, celle qui a quand même un soutien, puisque maintenant il y a une feuille de route, un cahier des charges de la transition qui permettra, on l'espère vraiment, de pouvoir réussir ce challenge qui est pour tous les Tchadiens. C'est maintenant peut-être qu'on se rend compte que nous étions vraiment sur la bonne voie en décidant de la mise en place du Conseil militaire de transition. L'armée nous a sauvés en prenant très rapidement les choses en main. Je vous dis cela en tant que soldat qui a participé à la guerre d'avril 2021, aussi en tant qu'acteur qui a contribué à la marche de la transition. Dans un pays, il faut créer des institutions fortes et le Marshal a su créer des institutions fortes, notamment l'armée qui a sauvé le pays. Il n'y a pas mieux que la paix. Et personne ne s'attendait à ça. Et donc Dieu est de notre côté. Aujourd'hui, on est arrivé à stabiliser ce pays. Et on est arrivé à réunir tous les fils du Tchad autour d'un dialogue où ils se sont réunis. Imaginez aujourd'hui des gens qui ont quitté ce pays pendant 40 ans, 30 ans, 20 ans. Ils sont revenus, aujourd'hui ils vivent dans leur famille. C'est exceptionnel. L'intégrité du territoire tchadien a été préservée. La paix politique et sociale a régné dans le pays. Nos compatriotes ont vaqué normalement à leurs occupations. Le CMT a stabilisé le pays pour permettre à ce que les Tchadiens puissent vaquer normalement à leurs occupations. Et ça, j'en suis fier. On a fait ce qu'on pouvait faire. Nous sommes des êtres humains. On n'est pas parfait. Mais on a essayé de faire ce qu'on pouvait avec les moyens qu'on a. Il a quand même fait des actes positifs dans beaucoup de domaines. Les chantiers sont en activité en ce moment. Il a réussi à tenir valablement le dialogue national. Et il a aussi fait un geste vis-à-vis des jeunes intégrés. Le fait que la première phase a été déjà bonne, là, espérons que celle-là aussi soit la meilleure. Je souhaite que le président soit un président de 17 millions de Tchadiens. Qu'est-ce qu'ils veulent les Tchadiens? Ils veulent être en paix chez eux. Ils veulent aller dans leurs champs, dans leur commerce, qu'on ne les dérange plus avec les bogo-bogo, avec les gens des impôts, avec la police qui les fait, avec la garde nationale, tout ça. Ils veulent avoir un peu de traitement pour leur paludisme, pour leur vertige, pour leur maux de tête, pour leur carie dentaire. Nous pouvons dire que nous ne nous sommes pas du tout vraiment trompés en privilégiant la sécurité de notre pays et en même temps en tenant compte également de la continuité de l'État et en évitant la rupture de l'ordre constitutionnel. Moi, je ne suis pas Dieu. Je suis une personne humaine comme tout le monde. Je pense qu'au vu de tout ce qui s'est passé, je pense avoir pris la bonne décision. Nous avons posé les jalons. Et je pense que cela devrait continuer. Mon rêve pour le Tchad, c'est la paix définitive.